est un continent riche en beaucoup de ressources. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit ici, mais aussi dans le domaine naturel, l'Afrique a tellement beaucoup de potentiel que cela a une grande importance dans le domaine de la santé. Nos sociétés dites traditionnelles avaient leur manière de pouvoir résoudre le problème de santé. Et aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de problèmes. La chance que nous avons pu avoir aujourd'hui, c'est que les sociétés urbaines ont réalisé l'importance de retour à nos valeurs traditionnelles, d'où l'émergence des médecines qu'on appelle des médecines alternatives. Et c'est par rapport à ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Lorsqu'on parle de médecine alternative, on parle entre autres de la médecine par les plantes, donc phytochimie médicinale. Il y a l'acupuncture et différentes formes. Dans ces panels ici, essentiellement, nous allons parler des expériences de tous les panélistes qui sont ici, parce que c'est vraiment les domaines dans lesquels ils œuvrent. Nous allons commencer par le professeur Lourata et nous allons revenir. Professeur, si vous pouvez brièvement vous présenter et nous dire quelle est votre expérience dans ces domaines de médecine alternative. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ces sommets. C'est une occasion, je crois, pour nous et pour toute l'Afrique de découvrir notre, je peux dire, richesse ou potentialité que nous avons. Donc, je suis Pierre Louata, je suis chimiste organicien. J'enseigne à Tokyo, Sophia University, et aux États-Unis à Gonzaga University. Et donc, mon domaine de recherche est sur l'élucidation des structures des molécules actives, par exemple des plantes, et aussi actuellement on travaille aussi sur la nanotechnologies, et aussi dans la synthèse des médicaments. Alors, quand je reviens au pays, mon pays, le Congo, a beaucoup à donner au monde, mais nous manquons surtout dans les domaines, par exemple, de phytochimie, des appareils, des équipements qui pourraient nous aider aussi à entrer en compétition avec les autres mondes. Pourquoi pas? Alors, je serais content de partager avec vous mon expérience dans les domaines de la recherche de molécules actives dans les plantes. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment. Donc, je suis aussi prêtre jésuite, donc je basé à Kimwenza, et j'interviens aussi dans plusieurs universités au niveau local. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Professeur Dorothée. Merci. Merci Emmanuel pour la parole. Moi également, je tiens à remercier les organisateurs de ces assises qui permettent à ce que nous puissions partager nos expériences, ce que nous faisons dans nos laboratoires en ce qui concerne la recherche sur les plantes. Moi, je me nomme Dorothée Chilanda, je suis chercheur d'abord. Je suis chimiste, organicienne, comme les collègues tout à l'heure, et je travaille beaucoup plus dans les domaines des plantes. Donc, nous étudions la chimie des plantes médicinales. Et comme nous sommes une équipe de recherche, nous sommes là avec les biologistes, les pharmaciens. Ensemble, chacun en ce qui les concerne, contribue à la valorisation des plantes médicinales. Et là, à part, nous savons tous très bien que la santé est primordiale et que la santé commence à la maison. Donc, tout ce que l'on mange peut contribuer à la santé, tout comme peut contribuer à détruire cette santé. Voilà pourquoi
Moi, en tant que chimiste et mère, je me suis donné d'abord la peine de lire beaucoup sur ce qui concerne l'alimentation. Je suis mère de plusieurs enfants et je suis épouse. Et en tant que chimiste, nous avons étudié des plantes, non seulement les plantes, et nous nous sommes focalisés aussi sur les plantes aromatiques. À part le fait d'isoler les molécules des plantes, étudier leur structure, étudier aussi leur activité biologique, nous avons aussi les soucis d'extraire les huiles essentielles qui sont aussi importantes pour la santé et pour toute autre utilisation parce que les huiles essentielles possèdent beaucoup de propriétés biologiques, notamment les propriétés antibactériennes, antioxydantes. Et aujourd'hui, dans notre équipe de recherche, nous avons aussi trouvé que ces huiles essentielles pouvaient aussi avoir des propriétés antidrépanocytaires. Tout à l'heure, dans les panels qui ont précédé, on a fait voir qu'il faut qu'autour de nous, que nous puissions voir les problèmes qui se posent et que nous puissions trouver une quelconque solution. C'est dans ce but que dans notre équipe de recherche qui est coachée par le professeur Piana, nous sommes attelés à pouvoir chercher les plantes qui peuvent soulager, si pas soigner, la drépanocytose, qui est une maladie presque négligée parce que c'est une maladie qui attaque beaucoup plus les Africains. Voilà en gros ce que nous faisons. Et je me souviens qu'au temps de Covid, nous avons eu à travailler aussi à distance pour pouvoir trouver une solution à notre société. Et plusieurs ont eu à utiliser les plantes qui ont soulagé le Covid. Voilà ce que je peux dire. Sinon, on va se compléter quand on va commencer les échanges. Merci. Merci beaucoup, professeur. Voilà, professeur Njuguna, si aussi vous pouvez vous présenter brièvement et nous parler un peu de votre expérience dans ces domaines de médecine alternative. Thank you very much. Good afternoon, everybody. My name is Billy Njuguna. I'm a medical scientist who happen to have experience on integrative medicine for about 20 years now. In my area of specialization is integrative oncology, whereby I've developed about 9 protocols, cancer protocols, that I use already in my practice. And those cancer protocols that I've developed is so far all in natural molecules. And I'll be glad to share my knowledge and experiences with you today and see how we can be able to use integrative medicine in developing, Africa medicine and African pharmacopoeia, because we have a challenge in Africa in terms of, dependency on the West so much. If you go to India, for example, they have their own indigenous healing system. They call it Ayurvedic. You go to China, they have their own indigenous healing system. They call it Chinese medicine. But you come to Africa, we have our own indigenous healing system and our herbs here. But we have not managed to develop it to a standard whereby it can be used and recognized, and also because you find like 80% of Africans, they use traditional healing system, and is not recognized, is not covered, and there was a study which is published already that talks about like 90% of Ethiopian, they use traditional medicine. You go to Benin, 95%.
You go to Ghana, about 70%. You go to here in Congo, is about 70% the same. They use traditional medicine, but you find that it is not yet developed to a point where we can be able to associate it and help our people with it. So, and I'm glad to have, to be in this kind of a conference where we are sharing knowledge on how we can develop our own indigenous healing system and for our people to benefit from it. Thank you very much. Thank you, Professeur. Professeur Mpiana, vous êtes président du Conseil scientifique national, donc vous chapeautez tous les centres de recherche publics en République démocratique du Congo. Avant que nous ne puissions parler concrètement de ce que fait les centres de recherche dans ces domaines ici, qui est un domaine particulier, je pense que le professeur Njuguna a rappelé ces statistiques de l'OMS de 2021, si je ne me trompe pas, entre 2021 et 2022, qui disait qu'en Afrique, il y a plus de 80% de la population qui fait recours à cette médecine alternative pour se soigner. Alors, si vous pouvez commencer par brièvement vous présenter, et après, nous allons aborder des thématiques qui vont suivre. Merci pour la parole. Le matin, je m'étais présenté, c'est le professeur Pius Mpiana. Je suis président du Conseil scientifique national, c'est-à-dire c'est la structure du ministère de la Recherche scientifique qui s'occupe de tous les centres de recherche publics en RDC. Mais je suis moi-même chercheur dans les domaines de plantes médicinales. Je dirige une grande équipe de recherche. J'ai eu le privilège de diriger beaucoup de thèses de doctorat. Ici, il y a deux personnes à que j'ai dirigé, notamment soit au niveau du premier cycle ou second cycle, et qui sont avec moi dans mon équipe de recherche où on collabore avec. Alors, nous travaillons sur les plantes médicinales. Vous savez que dans nos villages, avant qu'il y ait la colonisation, les populations trouvaient les remèdes dans l'environnement immédiat qui les entoure, notamment dans les plantes. Alors, mais petit à petit, on s'est écarté de cette symbiose avec l'environnement pour aller vers une autre médecine. Mais il est important que quand des pandémies, par exemple, arrivent, qu'on ne sait plus voyager, on ne sait plus où chaque pays cherche à trouver des solutions d'abord pour sa population. Ça nous rappelle, nous, Africains, que nous devons regarder dans notre environnement immédiat pour trouver des solutions. C'est comme ça qu'avec moi, avec notre grande équipe de recherche, nous avons travaillé longtemps sur une maladie qui touche principalement les peuples négro-africains, mais il y en a aussi en Inde, en Arabie Saoudite, c'est la drépanocytose ou l'anémie SS. Et avec notre équipe de recherche, nous avons recensé à travers les pays plus de 160 plantes qui sont censées soulager cette maladie. Mais comme nous sommes dans des pays où il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis à l'exposition de la recherche, faire par exemple les études toxicologiques, parce qu'il faut se rassurer que les plantes que vous donnez aux personnes, à la population, ne sont pas toxiques. Nous avons pensé nous intéresser plus aux plantes alimentaires. Donc, ce sont les plantes qui soignent, mais qui sont les plantes alimentaires. Nous avons développé cette façon de faire pour dire que nous devons avoir les aliments médicaments, que nous appelons les alicaments. De façon que pour des maladies comme des maladies chroniques, que dans l'alimentation du malade, qu'on puisse introduire son médicament. C'est ce concept-là que nous sommes en train de développer avec notre équipe, notamment pour l'anémie SS, notamment pour les diabètes, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Donc, nous allons rester à votre niveau. Alors, je vais partager une expérience personnelle. J'ai grandi à Kisangani. C'est à plus de 1000 km d'ici. Dans les années 90, je crois,
au début des années 90, je peux dire 92 ou quelque chose comme ça. Chaque fois que, pendant que j'étais encore un peu en bas âge, chaque fois que j'avais des problèmes, ma mère avait l'habitude de me donner les feuilles de goyavier. Au niveau des bourgeons, là, quand j'avais des problèmes des ventres, on les lavait et puis je les mangeais comme ça. Vous mâchez et puis après, quand vous avalez, vous avez quelques minutes après, vous vous sentez bien. À cette époque, c'était facile. Aujourd'hui, il y a des industries pharmaceutiques qui se sont beaucoup développées. Nous sommes dans des villes. Et il y a toujours une rhétorique qui rentre comme pour dire ces plantes, c'est bon de les prendre, mais à quelle dose et à quelle fréquence et tout ce qui va avec. Maintenant, ma question, vous en tant que président du Conseil scientifique national, j'aimerais d'abord savoir s'il y a eu un travail systématique qui a été fait, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons la deuxième plus grande forêt au monde, après l'Amazonie, et la première en Afrique. Ça veut dire que nous sommes un pays riche en termes de faune et de flore. Donc nous avons beaucoup d'espèces de plantes dont des vertus sont connues par des populations autochtones, on préfère autochtones et non indigènes. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a déjà été fait pour pouvoir les recenser et de les catégoriser, mais aussi, comme le professeur Ndjougou a dit, les Indiens sont connus, ils sont parvenus à prendre ce qui était naturel, ils ont essayé de bien les conditionner et de les faire. Les Chinois ont aussi réussi. À votre niveau, au niveau du Conseil scientifique national, quelle est la démarche que vous êtes en train d'entreprendre pour arriver à ces niveaux-là? Merci. Nous avons un centre de recherche de l'État qui s'appelle Institut de recherche en sciences de la santé, qui avait commencé, qui a aussi un hôpital qui est lié, qui devait, normalement on appelle l'hôpital de médecine mixte. Donc on devait avoir la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Je vais avouer que ça ne fonctionne pas encore très bien. Mais il y a deux choses dont je veux parler. Il y a d'abord ceux qui font la médecine traditionnelle, qui normalement, ils donnent des posologies aux malades. Mais le rôle des scientifiques, c'est d'abord de valider ce qu'on donne dans la médecine traditionnelle. Donc nous, quand nous faisons des enquêtes, par exemple, nous regardons d'abord ceux qui vendent ces produits, qui disent que ça soigne telle chose. La première chose, c'est essayer d'abord au laboratoire de valider avec des protocoles déterminés pour dire si ça, effectivement ça soigne ou bien ça tue cette bactérie ou bien c'est un virus, ainsi de suite. Bon, maintenant, il reste le problème de déterminer les doses. Ça, c'est un grand problème parce qu'il faut faire une étude systématique. Passer toutes les plantes qui sont utilisées, c'est un grand travail. Il faut dire qu'il y a dans la littérature déjà quelques travaux qui ont été faits pour dire que voilà la dose qu'il faut. Il y a quelques paramètres, je ne vais pas aller dans les domaines trop techniques, mais quelques paramètres qui peuvent vous permettre que pour telle plante, il faut utiliser telle dose. Et quand vous dépassez telle dose, il y a toxicité. Mais c'est un grand travail à faire parce que même toutes les plantes qui sont dans nos forêts, je ne crois pas que la moitié ait déjà été étudiée. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Je ne peux pas dire que ça a déjà été fait. Ok, merci prof. Professeur Ndjougou, quelle est la perception de la médecine alternative au Kenya aujourd'hui? Est-ce qu'elle est bien accueillie, que ce soit d'abord par la population, qui normalement est la première consommatrice de celle-ci, parce qu'elle est née, pas qu'elle est née, mais c'est sa médecine de tous les jours, mais aussi par rapport au milieu scientifique, si on peut dire, par rapport aux intellectuels. Quelle est la perception que vous avez de la société kenyane par rapport à cette médecine? Thank you so much, Emmanuel. What I can say is that in Kenya perspective, we had a challenge before because we have what you call the Witchcraft Act of 1909,
which we revealed, in 2015, and we established a law called Health Act 2016. The Health Act 2016 empowered alternative medicine practitioners to a point where I can be able to establish a society, which I'm a founder president, called Integrative Medicine Society of Kenya. The reason why we're using integrative is because alternative, is like alternative to what? Because you find our ancestors have been using our indigenous healing system for thousands of years. And the conventional medicine have been existing for 200 years. So what happened is that with the Health Act 2016, we established a different law that incorporates alternative medicine, or what we call alternative complementary medicine, and we registered society, IMSK, Integrative Medicine Society of Kenya, which now brings together different discipline. You find you have a GP, general practitioners, who is interested to introduce integrative medicine in their practice. They are able now to study within Nairobi University. There's a department in Nairobi University called Department of Pharmacy, where we are training PhD students on integrative medicine. And so far, since COVID, it's kind of a lot of Kenyan citizens, they lose up to what are other alternatives. And from that time, we have found citizens are really receptive to alternative medicine or to integrative medicine, and they are able to have different options of alleviating their disease and managing their diseases. We have a clinic, which is a model that we have created called Agewell Clinics. And this Agewell Clinic is the first clinic in Kenya that incorporates all alternative herbal medicine, Chinese medicine, Ayurvedic medicine in one practice, whereby when you come in as a patient, you're able to have all the options. We take the best of each. When we integrate the alternative medicine into our practices, then that's the only way the mindset of a citizen will change from knowing that, okay, this is not the witchcraft that was practiced, or what is nicknamed as witchcraft, but this is scientific protocols, scientific evidence-based medicine that the citizens are able to associate with. And I think that will be the movement that we also as scientists will be able to educate other medical sciences to incorporate integrative and alternative medicine in the mainstream medicine, because that's the challenge we've been having. And with better research, with incorporation of different aspects of our traditional healing system, the majority of citizens will be able now to incorporate all what you're talking about today. Thank you. Thank you. Professeur Dorothée, vous avez parlé de votre perception en tant que mère, en tant que chercheuse et en tant qu'épouse. C'est possible que vous ayez choisi cette filière parce que au jour le jour, vous étiez là en train de résoudre le problème de santé des enfants. Alors la question que je me pose, parce que j'ai raconté un peu la petite histoire de la ville dans laquelle j'ai grandi, est-ce que à votre niveau, l'orientation, la bonne ou la meilleure orientation ne serait pas d'abord de voir tout ce que les gens prennent et qui ne leur nuisent pas. Ça veut donc dire un travail systématique, que ce soit dans des sociétés urbaines ou dans des sociétés rurales, un travail systématique de voir tout ce que les gens prennent et qui ne les nuisent pas pour pouvoir les faire. Je vais l'illustrer avec un exemple. Je crois que tous les pays du monde ont été frappés par Covid-19. Je me souviens, les premières semaines, ça allait dans tous les sens. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Que les citrons guérissaient, d'autres ont parlé de l'aloe vera, d'autres ont parlé de beaucoup de plantes ici. Hein, on entendait parler, que ce soit sur les réseaux sociaux. Est-ce que le travail
n'essaierait pas d'abord de voir tout ce que les gens prennent, que ce soit dans nos sociétés traditionnelles, qui ne les nuit pas, avant d'entamer des domaines qui seraient compliqués, qui demanderaient beaucoup de moyens. Nous allons parler des moyens à la fin, mais parlons d'abord de la démarche que l'on doit prendre. Merci pour cette préoccupation. Je pense que si je prends d'abord les domaines que nous avons abordés, qui est celui de la drépanocytose, nous avons commencé par une recherche systématique, comme vous venez de le dire, parce que nous avons commencé par une enquête. C'est depuis 2007 que nous avons commencé une enquête pour demander aux praticiens qu'est-ce qu'ils donnaient aux drépanocytaires. C'est ainsi que nous avons eu beaucoup d'informations des différentes plantes et nous avons amené ça au laboratoire pour vérifier si ces plantes réellement pouvaient avoir une quelconque activité pouvant donc soulager les drépanocytaires. C'est ce qui a été fait. Nous avons constaté que réellement la plupart de ces plantes apportaient un soulagement aux malades. Alors, il est ici aussi de faire remarquer qu'au temps de Covid, nous étions tous confinés, mais ce qui a été intéressant, c'est ce cours de travail qui nous a été lancé par le professeur Piana. Au lieu que nous soyons frustrés et dérangés par ces confinements, chacun était devant son ordinateur. Alors, en ce moment, nous avons commencé à fouiller, chercher les plantes qui ont déjà été étudiées, pouvant avoir une activité antivirale. C'est ainsi que nous avons eu à voir, par exemple, l'aloe vera, qu'effectivement, il y a eu des travaux scientifiques qui ont été réalisés là-dessus. Et nous avons eu à exploiter aussi les plantes du genre Ocimum, et les gingembres et les curcumas. Alors, nous avons aussi fait une approche par similitude avec les docking moléculaires qui a permis à pouvoir sélectionner la bonne partie de ces molécules et faire des similitudes et voir que réellement il y avait une activité. C'est ainsi que nous avons conseillé aussi aux gens d'utiliser l'aloe vera, curcuma, gingembre, je crois même les maracujas et les ocimum, donc ont été utilisés sur la base de ces travaux purement théoriques, et cela a prouvé de bons soulagements chez plusieurs. Ok, merci. Professeur Louhata, je voudrais un peu m'atteler sur la perception scientifique par rapport à cette médecine alternative. Parce que je remarque par exemple qu'au Kenya, ils ont fait un progrès, parce que le professeur Njuguna vient de nous dire qu'à l'université de Nairobi, au département de pharmacie, pour les gens qui font les PhD, ils ont, je ne sais pas si c'est une orientation qui leur parle de cette médecine. En milieu universitaire congolais, c'est vrai que vous enseignez en dehors du pays, mais vous êtes connecté avec les autres chercheurs d'ici. Quelle est la perception que les scientifiques ont? Quand je parle des scientifiques, je parle même de ceux qui font des sciences de base et les sciences humaines. Quelle est la perception d'abord de cette médecine alternative dans les milieux scientifiques en soi? Bon, merci pour la question. Bon, je commencerai par dire ceci. Beaucoup ignorent qu'environ 45% des médicaments que nous prenons proviennent des plantes. Et d'autres sont des dérivés que nous faisons au laboratoire. Ce sont des informations qui les échappent au fait. Et malheureusement, quand vous parlez avec, par exemple, le groupe des médecins et autres, ils se comparent aux praticiens. Parce que la méthode en médecine, on peut dire moderne et traditionnelle, ils n'utilisent pas les mêmes pratiques ou méthodes d'analyse. Ce qui fait que
le groupe, je peux dire, moderne chercherait à ce que les autres suivent les protocoles. Mais qu'est-ce que la santé? Quand on dit le bien-être, là, comme je dis, si ça marche, alors on peut les prendre. Je me souviens une fois, je vous donne un exemple, j'étais au Rwanda il y a 2 ans, j'ai exposé sur le bien-être des plantes et autres. J'ai posé la question, j'ai appris même le Kinyarwanda pour parler des poisons. Les poisons à Kinyarwanda, c'est Uburonzi. Alors les Uburonzi, j'ai posé la question, il y avait même le ministre de la Santé. Quand vous avez ça, où est-ce que vous allez? À la médecine moderne ou traditionnelle? Si vous allez à la médecine moderne, vous êtes mort. Ça c'est clair. Alors, si ça fonctionne, why not? On doit étudier cela. Qu'est-ce qui fait fonctionner dedans? Et puis, on essaye de rationaliser. J'aimerais partager un autre exemple, c'est l'histoire de la quinine. Comme jésuite, les gens, on parle de la malaria à côté de drépanocytose, la malaria. Même le terme malaria, c'est un concept italien, maloera, que les gens ne savent pas. Et malaria, c'était une maladie romaine. Rome était la capitale mondiale de la malaria. Alors, le médicament n'est pas venu de Rome, c'est venu de Pérou, où les missionnaires ont observé comment les autochtones prenaient les écorces d'une plante, le chincona, hein, et voilà, on appelle le quinquina. Et vous savez comment c'est arrivé à Bukavu? À Bukavu, lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japonais ont pris les îles de Java, hein, les Philippines, alors les Alliés devaient chercher où trouver les médicaments pour affronter les ennemis en Afrique et en Asie. Vous ne pouvez pas venir en Afrique, et la malaria était déjà là comme barrière. Ils ne peuvent pas résister. Donc nous avons donné aux autres des armes pour venir nous coloniser. Alors, la perception de la médecine alternative, là, je crois qu'elle devrait évoluer. C'est à nous autres d'apprendre aux médecins et autres, par exemple en Chine ou au Japon, il faut intégrer la médecine traditionnelle dans les parcours de celui qui fait la médecine, pour qu'il y ait un langage, ils peuvent dialoguer. Hein? Parce que quand vous faites ça, ou telle pratique, est-ce que je comprends ou pas? Donc, je crois qu'il serait important pour nous, au lieu de condamner d'abord, de chercher à connaître si ça fonctionne. Si ça fonctionne, alors comme scientifique, il ne faut pas écarter. Il faut voir comment est-ce qu'on peut développer cela. J'ai d'autres expériences, peut-être qu'on aura le temps de voir comment est-ce qu'à partir de la nature, nous pouvons déterminer ou découvrir des plantes ou des molécules qui peuvent être utilisées pour le bien d'abord des Africains et pourquoi pas du monde entier. Merci. Merci beaucoup, professeur. Alors, professeur Njuguna, j'aimerais revenir vers vous. Aujourd'hui, les cancers est considéré comme l'un des facteurs qui cause le plus grand nombre de morts dans le monde. C'est vrai qu'il y a des maladies virales, mais aussi les cancers. Par rapport à l'évolution de la société, par rapport à l'alimentation et par rapport à beaucoup d'autres facteurs. Et vous avez dit que vous dirigiez un centre qui est spécialisé dans la médecine alternative ou médecine intégrale, si on peut l'appeler comme ça. Quelle est l'expérience que vous pouvez partager avec nous par rapport au cancer? Les cancers avec les plantes, quelle est votre expérience par rapport au Kenya? Thank you. What I can say is that before I answer that, there's a misconception that has been there for centuries, and it's good that we also discuss that. And the misconception is that the pharmaceutical industry, many people think is a healthy industry, but it's not. It's an investment, right? It's an investment, and that investment is the market for the product that they produce is the human body, right? And when
you talk about now the natural aspect of it. There's no way a pharmaceutical company can be able to manufacture or develop a product that can be able to alleviate a particular disease, right? And hence the reason why you find most of the pharmaceutical industry, their raw material are synthetic molecules. What they develop and they advocate for is the use of synthetic molecules. Synthetic is what? Synthetic is the molecules that derive from petrochemical industries. And when it comes to our natural, derived compounds, it is very hard or unheard of to find a pharmaceutical industry advocating for the use of our natural compounds. And hence the reason we're saying as Africans, we have an opportunity here whereby we can develop our own indigenous healing system, and we use what we call compounding pharmacies or industrial pharmaceutical company that we can be able to set up that will help to use our natural extracted compounds and make them available and standard to a point that they can be able to use in all hospitals in our regions. And case example, in Kenya, we are setting up the first compounding pharmacy in East Africa. We're calling it first compound pharmacy. But at the moment, like 6 months ago, we got some investors who came and set up a compounding pharmacy called Novici. And with that, we are able to use our natural compounds that are available within East African market or Kenyan market. The herbarists are using, they have been using for cancer management for centuries. And they were able to get the extract from it, and we make it as an IV. IV means that we are be able to administer it intravenously. We can also be able to use it as what we call transdermal creams. And at the same time, we are able to use it as in liquid and in tablet and capsules form. And that's the way to go for us. And when it comes now to cancer management, I can mention two things. One, the cure for cancer was discovered back in 1929, and by a medical scientist called Otto Warburg. Otto Warburg had discovered a molecule called cesium. Cesium is a molecule that is highly radioactive and is a natural molecule. But the reason why it cannot be able to be advocate more or globally is because anyone can find it. You go to Canada, you can find cesium. You go to America, you can be able to find it. Here in Africa, you can be able to get it because it's a mineral, right? And the science behind it is cancer cells, they live in aerobic environment where there's no oxygen. When you induce cesium, for example, it raises the pH of that patient to a point is at 8.0 and above. And with that kind of environment, there is no cancer cell that can survive. Yeah. Now in 1932, there is also another scientist, the one who discovered vitamin C, called Linus Pauling. When Linus Pauling was discovering vitamin C, he did trials with it, with combination with our molecule, and realized that with high dose vitamin C, you can be able to stop the cancer from spreading, because cancer can never kill anybody if it's not spreading. What kills a cancer patient is when it's metastasis, when it starts spreading from one cell to the other. And with high dose vitamin C, you're able to stop the cancer from spreading, right? And hence, when you induce that for about 72 hours, you have stopped the metastasis. You are able to empower your body to produce enough collagen that, because cancer spread using what you call collagen digesting enzyme. It cuts through your tissues, the scissors, right? So when you use high dose vitamin C, you're able to produce enough collagen that strengthens your connective tissue to a point it can be stronger than a copper wire. So when the collagen, the cancer is trying to spread, it cannot be able to cut through the next tissue
to spread to the next cell. And those are kind of the programs I'm mentioning that have been existing for many years, but nobody will be able to advocate for it because they are natural compound that any scientist, like our brother here, he can be able to extract molecules from plants and have vitamin C from it, you know, from oranges, from lemon. I mean, there are so many plants that you can extract vitamin C from. So, and when a pharmaceutical company or pharmaceutical industry advocate the use of these natural compounds, then the whole industry that have been benefiting with the, chemotherapy and other compounds, their business is done. So, and we have other protocols like low-dose naproxen, which is also a natural molecule. We have, trace elements, amino acids like glycine, proline, and when you combine that, the 4 molecule as well, you're able to have good quality of life of a cancer patient to a point that the next, the cancer cell will be able to die natural death. Okay. So, thank you very much. Thank you, professeur. Alors, comprenez que, je l'ai interrompu parce que les scientifiques, quand ils entrent comme ça, on peut passer des heures. Alors, professeur Mpiana, au sein du Conseil scientifique national, parce que le professeur Njuguna a parlé de plaidoyer, et je crois qu'il a dit une vérité ici que beaucoup n'aimerait pas entendre, mais c'est la vérité, c'est qu'aucune industrie pharmaceutique qui a été créée pour faire l'argent ne pourra nous conseiller de prendre telle plante qui soigne. Donc c'est aux scientifiques et aux décideurs de pouvoir enseigner la population, par exemple dans le domaine des alicaments, comme vous avez dit, les aliments qui se comportent comme des médicaments, afin que nous puissions déjà commencer à changer notre perception à ces niveaux. Alors, quel est, d'après vous, professeur, donc nous allons parler, nous allons toucher d'autres domaines, le 20% des problèmes que quand, disons, le 20% des causes qui posent 80% des problèmes. Donc, une fois que nous touchons à ça, nous sommes au moins sûrs que ce soit du point de vue de la perception de la population, du point de vue du pouvoir public, ou même au milieu scientifique, nous allons tous converger vers celle-là. Elle n'est pas étrangère, hein? Nos sociétés traditionnelles ont commencé par là. C'est peut-être ce qu'on appelle modernisme aujourd'hui qui change notre perception de ça. Mais quelle est, d'après vous, 2 ou 3 choses que si nous faisons, nous allons aller dans ce sens-là? Parce que le professeur Njuguna a aussi parlé de plaidoyer. Merci. Merci. Je crois qu'il faut d'abord que les scientifiques qu'ils reconnaissent que, comme l'a dit le professeur Pierre Loata, que les plantes naturelles possèdent des molécules qui ont donné des plantes, donc ils ont des vertus. Ça, c'est la première chose côté scientifique. Alors, il faut aussi que les côtés de ceux qui ont les savoirs traditionnels, souvent, ils cachent, ou bien ce n'est pas écrit. Il reste toute la vie, et puis s'il meurt, ça disparaît. Donc, de méfier. Les scientifiques, quand ceux qui viennent des traditionnels, les traditionnels croient que les scientifiques avaient volé sa connaissance, et il y a cette méfiance, il faut d'abord briser cette méfiance. Alors, vous savez, nous sommes dans une société de plus en plus moderne, il faut que les choses aussi soient présentées un peu de manière moderne. Si les traditionnels, il sait que ça soigne, mais il ne sait pas comment conserver, il va te donner peut-être un bidon où tu dois prendre 3-4 verres, et ça, ce n'est pas commode. Il faut que les deux se mettent ensemble pour d'abord que la présentation du médicament soit une bonne forme. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, parce nous parlons d'innovation. L'innovation doit d'abord aller de ces côtés-là, de façon qu'on présente de manière présentable. Donc, excusez-moi la tautologie, ces recettes traditionnelles. Maintenant,
il faut maintenant aussi que ça soit prouvé scientifiquement. Et ça, il n'y a que les scientifiques qui, en reconnaissant qu'il y a du potentiel, qu'on vérifie maintenant pour valider effectivement ce que les milieux traditionnels ont déjà fait. Maintenant, le niveau maintenant supérieur, c'est que petit à petit, il y a quelques centres médicaux qui ont besoin de faire, qui est aussi quelque part où la médecine traditionnelle, à côté de la médecine moderne, je connais l'hôpital de référence de Kinshasa. Il y a maintenant, on a donné un bureau où il y a quelques praticiens. Moi, je connais un cas particulier que nous avons reçu parmi les innovateurs l'année passée, qui lui soigne la prostate. Et maintenant, il est à l'hôpital là-bas. Moi-même, je lui ai donné 2 ou 3 cas, des gens qui devaient aller à une opération chirurgicale, mais il a donné les plantes et ça marche. Alors, quand il collabore, on fait des examens médicaux d'abord, et puis on donne aux praticiens, il fait, après on vérifie avec l'examen. Ça, on a maintenant des cas qui sont documentés. À ce moment-là, on peut pousser cette médecine. Donc, il y a la forme est aussi importante, les dosages et la collaboration. Voilà, forme, dosage et la collaboration. C'est là qu'intervient l'entrepreneuriat social et l'innovation qui suit. Alors c'est vraiment un sujet très passionnant. Je suppose que dans les publics, il y a beaucoup de questions et peut-être des partages en termes d'expérience personnelle. Alors nous allons prendre quelques questions et quelques réactions dans les publics. Alors, si quelqu'un peut nous aider, je vois il y a deux personnes. Régis, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons avoir quelqu'un qui peut prendre les micros et donner au public? Je vois qu'il y a 2 mains qui sont levées. Bonsoir encore tout le monde, c'est Symphorien Piana, le directeur de Agrominda. Je voudrais créer un lien entre le panel sur l'éducation des jeunes et la création de l'emploi et ce panel. En essayant de promouvoir DRC Social Innovation Summit, nous sommes partis du constat, ayant été personnellement dans les domaines scientifiques, je suis allé en pratique, c'était pour couvrir les gaps où chaque fois on a des gens sur le terrain qui travaillent pour transformer la société et de l'autre côté on a les scientifiques qui sont dans des laboratoires et on peut continuer à avoir des plaintes comme celle de la maman qui était là qui disait est-ce que ce ne sont pas les gens qui ont étudié qui nous créent trop de problèmes. Et notre grande expectation, notre attente, c'est de lier toujours ce qu'on a fait l'année passée et ce qu'on va faire l'année prochaine. Et c'est d'arriver à croire l'année prochaine, on ne viendra pas avec des théories. Vous avez suivi le matin la dame qui a préparé, on a parlé d'impact économie circulaire ou impact cosmétique et impact chimique. Je me suis réservé de présenter cette année impact économie circulaire. C'est-à-dire, chaque année, on rencontre des gens qui viennent avec des idées. La question, et c'est celle que je vais vous poser, si nous considérons que l'avenir de l'Afrique doit d'abord devenir notre problème, quand je dis notre, c'est-à-dire des Congolais, des Africains, au problème africain, apporter des solutions locales. Qu'est-ce que vous quatre pouvez nous dire en termes de collaboration avec Agrominda entre cette année, entre le 5 septembre et le 4 septembre 2025? Quel est 1, 2, 3 produits que vous avez? Et quel engagement vous pouvez prendre qu'après ici, on peut travailler sur un projet ensemble. Et l'année prochaine, on viendra avec des produits à exposer. Vous avez vu qu'il n'y en a pas assez.
Ici, l'année passée, il y avait M. Roberto qui a présenté la technologie sur les emballages biodégradables. Je lui ai posé la même question. Au moment où nous sommes, le mois prochain, on va lancer l'usine ici. Des millions de dollars. On a pu trouver des gens qui ont pu accepter mettre cette idée. Ça, c'est ma première question. Je voudrais vraiment avoir clair. Parce que c'est ça l'avenir. Quand on a le Covid, tout de suite, j'étais la semaine passée au Vietnam. Beaucoup de mes partenaires ne sont pas venus ici parce que certaines personnes ont décidé d'investir sur une propagande extraordinaire sur c'est pas, vous appelez, Antipox. Et mes amis de Singapour ont complètement, mes amis de l'Iran, leur pays, leur dit, si vous mettez votre pied au retour, vous êtes 15 jours, les Vietnamiens ont refusé. Est-ce qu'on doit être capable de commencer à répondre à des questions comme ça? Est-ce que l'année prochaine, on peut avoir 2-3 produits? Je serais content de collaborer avec vous. Deuxième question. Nous avons parlé de ce qu'on lègue à la génération future. Quand je regarde là devant, nous sommes tous en train de dépasser 50 ans. Prof Pius Zokuna, qu'est-ce que vous allez léguer à la nouvelle génération? Parce qu'après, on ne sait pas, je ne dis pas que ça va arriver, on peut sortir ici, on est cogné par une moto. Le comportement des scientifiques africains, c'est de se comporter comme des sorciers qu'ils essaient de combattre. Parce que les sorciers, ils savent que quand je fais ça, ça donne la solution, mais ils cherchent des mythes avec des sorciers, avec des tambours pour que les gens aient peur, et quand il meurt, il part avec son tambour. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez léguer à la nouvelle génération? Et je voudrais vous proposer un projet sur lequel je travaille. Je travaille sur le projet de mettre en place à partir de décembre Agromwinda Leadership, Agromwinda Tech Lab. On a investi dans un immeuble de 10 étages où nous rêvons que ça va devenir, sur le plan technologique ou scientifique, en dehors de l'université, un endroit où on va croiser la théorie scientifique qui se passe dans les laboratoires avec la passion des jeunes qui vivent ça sur terre. On a à peu près 50 chambres qui sont prévues. On a tout prévu. On voudrait passer dans les quartiers, trouver des jeunes qui ont des idées, les amener là-bas. À partir de l'idée, on les amène à l'entreprise. Je crois que c'est ça qu'il fallait léguer. Parce que si 5 jeunes, nous les aidons à se transformer en entrepreneurs dans la médecine alternative, non seulement vos noms ne seront pas perdus, mais nous aurons permis à des millions de gens de vivre. Êtes-vous capable de partager un tel projet? Dans quel sens? Il y a 2 autres mains. On prend toutes les questions et qu'on va écrire. Merci pour la parole. Moi, c'est Dr Julie Ngalula. Je suis médecin formé à Kinshasa, mais je suis en train d'atterrir à mon master à l'université de Nairobi au Kenya. Donc, vous comprenez que je suis basée au Kenya actuellement. Je suis aussi chercheur dans le domaine de maladies négligées tropicales. Et je suis aussi facilitateur dans AJAN, où nous facilitons les jeunes à comprendre le comportement des MST et à apprendre de comportement envers le sida. Donc, vous comprenez qu'on deal avec tout ce qui est infection. Aussi, je suis formateur dans l'entrepreneuriat social, formé par M. Jonas. Je ne sais pas s'il est là. Bon, je suis vraiment un produit formé par lui. Mais tout ça, j'ai évolué à Nairobi. Alors, je voudrais
je voudrais rejoindre la question de Messier Séphorien, qui, j'étais en train de dire quand il parlait de la population jeune, et je me suis dit, bon, ok, d'abord, je voudrais les remercier, parce que si je suis ici, c'est lui et Messieurs Richard qui ont pu me piquer des Nairobi pour venir ici et participer à ça, parce que je suis d'abord congolaise. Et pour rejoindre sa question, je m'adresse plus précisément à M. Piana. Avoir quelqu'un jeune, passionné dans la recherche, mais qui évolue dans un autre pays qui se développe rapidement, quels sont les sentiments que vous ressentez? Et je crois que je ne suis pas la seule. J'ai assez de collègues qui viennent de Goma, Bukavu, préfèrent évoluer dans un autre pays, mais qui ont des idées, vous n'avez pas idée. Des gens qui peuvent développer le pays dans moins de 10 ans, mais qui préfèrent quitter les pays et aller ailleurs. Alors, ma préoccupation est la même que M. Symphorien, mais je voudrais y réajouter. Dans le contexte de jeunes leaders et la femme, dans le contexte de l'innovation sociale, quel serait votre apport pour des personnes comme moi, typiquement comme moi, je suis un exemple, et l'apport à long et à court terme et à long terme qui fera en sorte que nous nous occupons de la jeunesse congolaise au niveau local. Nous fermons les barrières, c'est que nous cherchons comment on dirait, on exploite l'intelligence de jeunes à Kinshasa. Comment ferions-nous pour fermer les barrières à ceux qui sortent? Quelles seraient les innovations scientifiques qui demandera à ce que tous ceux qui sont partis reviennent et dire que non, il y a un Congo futur pour la jeunesse qui est en train de se mettre à place? Comment vous allez me convaincre, moi, Julie, de laisser Nairobi, de revenir et de m'associer à vous dans la recherche? Parce que c'est ce que j'évolue dans la recherche à Nairobi. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question. C'est sur la vaccination. Je reviens sur messieurs Nguna, sorry. J'ai entendu ce qu'il a dit sur l'oncologie et le cancer. J'ai fait l'approche et je comprends que c'est deux choses qui doivent être dealées au niveau scientifique et dans la médecine traditionnelle, bien sûr. Mais je voudrais demander s'il n'y a pas des innovations qui pensent venir en aide aux conséquences de la vaccination. Par exemple, aujourd'hui, après la vaccination, nous comprenons qu'il y a des effets néfastes qui arrivent. Mais je ne suis pas contre, mais actuellement, l'OMS est en train d'exiger de vacciner 90% de la population dans beaucoup de cancers. Dans cette approche, et en tenant compte des comorbidités, vous, en tant que scientifique et chercheur, vous soutenez l'idée? Et en tenant compte des déterminants sociaux de la santé, et disant que chacun n'a pas la santé de chacun. Il y en a qui sont ils sont healthy, et il y en a d'autres qui ne sont pas en bonne santé. Vous soutenez l'idée, toutes ces mesures qu'on implémente chaque jour, vous soutenez ça ou non? Ou vous êtes derrière en faisant des recherches sur ce genre de choses, les conséquences dues au Covid-19, la vaccination au Covid-19, papillomavirus, vaccination, tout ça. Est-ce que vous travaillez aussi dans ces genres de choses ou pas? Merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre la... Thanks for the opportunity. Yeah, I do believe that as Africans, as you've already presented, we have all it takes for us to have solutions. But what I think we need is we lack collaboration, cooperation among brilliant minds we have on the continent. We have all it takes. We have plants and many other things. But we also have to know that there is, behind all this, we have traditional mentality that certain people don't want to use modern, modern medicine. And we also have to know that there is religious opposition. We know the teachings around certain things, practices. Luckily enough, for those at Queer,
they implemented that, was it a course? I don't know, it's a faculty. But in some schools, we still see that they don't allow all these courses to take place because they say it's a traditional thing. So those are some of the challenges we face also regarding this traditional medicine. But also there is this lack of collaboration. As Africans, we don't come together and find African solutions. You remember all the chaos, confusions around COVID-19, eucalyptuses, different plants. And the question which came into my mind, are you going to allow all these people, Africans, to use all these different medicines? And another question which comes into my mind, is it possible that different medications heal the same diseases? Or are you going to say that we're just experimenting what's going to work, and meanwhile we have to know that we're endangering people's lives? So all these are challenges that we face whenever we want to implement or to use traditional medicine, because as you've already said, we don't know the quantity, then the quality of all these. So what is the authority behind the African solution? Thank you. Merci. Voilà, nous allons d'abord commencer avec ces questions. Alors, il y a une question qui a été adressée à tous les panélistes. Alors, je vais préférer, par exemple, que le professeur Mpiana réponde à la question collective et à la question particulière. Alors, la question collective était qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que l'année prochaine, lorsque nous allons nous retrouver ici, nous n'allons pas revenir avec le même constat, la même perception et les mêmes résultats. Sinon, on aura perdu 365 jours pour rien. Vous, en tant que chercheurs, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans ces domaines ici de médecine alternative qui va permettre à ce que nous puissions avoir des solutions concrètes aux problèmes de la société? Mais aussi, la question particulière pour vous, professeur Mpiana, c'est par rapport à la fuite des cerveaux. Il y a des gens, pour des raisons d'opportunité, pour des raisons d'environnement, pour tous les challenges dont on a parlé ici. Je crois au début, professeur Dorothée a parlé des appareils et même le prof Louat en a parlé. Vous, ça tombe peut-être bien parce que vous êtes aussi président du Conseil national. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller ou concrètement, qu'est-ce que vous faites pour que toutes les intelligences du pays restent au pays afin de résoudre le problème du pays? Donc, si vous pouvez répondre à ça, après nous allons prendre le professeur Njuguna pour des questions qui le concernent particulièrement. Merci. Ce sont des questions complexes, mais je vais aller par des cas particuliers. Moi, par exemple, avec mon équipe, nous sommes dans la même équipe avec Madame, d'autres, même avec Emmanuel, il est dans mon équipe de recherche. J'ai dit que nous travaillons sur la drépanocytose. Nous avons fait côté théorie, mais nous avons un produit qui s'appelle Drépano Alpha. Il est sur Internet, vous pouvez prendre. Comme ce sont nous avons choisi les plantes, j'ai dit que nous avons fait plus de 160 plantes à travers les pays, mais nous avons choisi les plantes qui sont alimentaires parce que ça nous coûte moins cher pour faire les tests toxicologiques. Comme c'est alimentaire, ça peut être utilisé. Et nous avons fait déjà un produit sous forme de tisane, sous forme de thé, que nous appelons Drépathé, qui est déjà disponible, avec qui on peut collaborer. Madame Dorothée a une bouillie contre les drépanocytaires, de façon qu'on peut, je vais la laisser même parler, c'est-à-dire qu'en se nourrissant, les drépanocytaires peuvent trouver son médicament dans l'alimentation. La semaine prochaine, j'ai dirigé une thèse sur la malaria, sur le diabète, où il a fait aussi les enquêtes à travers les pays, et nous avons choisi
3 plantes qui sont connues, notamment les sésames, les bouloukutu, qui est connu par tout le monde. Il y a une plante qui est utilisée au Bandundu, ça s'appelle Bankulu, et qui sont utilisées contre le diabète. Et nous voulons faire aussi un produit. Si vous êtes intéressé, nous pouvons en faire un produit. Voilà quelque chose qui est concret. Ce n'est pas des théories. Nous partons effectivement de la théorie, mais nous allons jusqu'à la pratique et nous encadrons les jeunes. L'un des jeunes, c'est lui. Quand il est venu me dire qu'il voulait aller, je crois, même au Kenya ou, je ne sais pas, en Namibie, et ainsi de suite, maintenant il fait l'idée avec moi. L'idée, c'était quoi? On a vu que les Africains, on s'imaginait qu'avec Covid, il devait y avoir des catastrophes. Mais pourquoi il n'y a pas eu de catastrophe? Est-ce qu'il y a un lien entre, par exemple, les plantes anti-malaria qu'on utilise ici avec l'immunité contre les Covid? C'est qu'il a, comme on n'a pas les moyens, parce qu'il faut tourner la tête pour contourner, on n'a pas les moyens pour avoir du matériel, nous faisons une étude théorique où on prend les enzymes qui sont importantes dans les différents virus, et on regarde les molécules qui sont dans les plantes qui sont utilisées contre la malaria, et on fait avec l'intelligence artificielle pour voir s'il peut y avoir interaction. Est-ce que ces plantes anti-malaria ont-ils des molécules qui peuvent lutter contre les virus? C'est ce qu'il fait comme son mémoire de DEA avec moi. C'est un exemple concret en contournant les difficultés, mais ça a permis de les maintenir ici en RDC. Le problème que la recherche coûte extrêmement cher. Les instruments de recherche coûtent cher. Je ne peux pas vous dire là qu'on va équiper tous les labos pour empêcher aux jeunes d'aller à l'extérieur. Je prends un autre exemple. Vous savez que les monkeypox, les virus du singe, existent déjà depuis très longtemps vers l'Équateur. C'est une maladie endémique. Et il y a des plantes là-bas qui sont utilisées contre cette maladie. Et mon équipe a travaillé sur les molécules qui sont dans ces plantes et l'enzyme responsable de la réplication de ces virus. Et on a vu qu'il peut y avoir, sur le plan théorique, une interaction. Nous avions, même avant que ça devienne une épidémie, nous, on avait fait déjà une étude sur ça, sur quelques plantes. Voilà des pistes où on peut, de ces plantes-là, essayer de voir s'ils peuvent résoudre ces problèmes que vous posez des vaccins qui arrivent déjà en RDC le samedi, dont on a dit sur monkeypox. Peut-être qu'avec les plantes que les gens de l'Équateur utilisent déjà sur cette maladie qui est endémique depuis très longtemps. Voilà un peu si je devais ramasser les questions. Je vais laisser les autres me compléter. Oui, professeur Njuguna, vous aviez une question en particulier, c'était par rapport à la vaccination, parce que lorsque vous avez parlé de cancer, vous avez parlé de ces deux aspects. Un aspect qu'on peut utiliser dans la médecine, on peut dire moderne, et un autre aspect que nous devons utiliser dans la médecine normale. Aussi, pour aborder la question par rapport à Dr Julie, j'ai lu une publication récemment, je crois que c'était The Science, où on parlait des effets de la vaccination contre Covid-19. Je ne vais pas citer les types de vaccins qui ont été incriminés, mais on a remarqué que beaucoup de personnes de moins de 15 ans, je crois, qu'on a pu vacciner, accusaient beaucoup de problèmes respiratoires, mais aussi, je me souviens qu'il y a un professeur de l'université de Kinshasa qui a reporté un cas à l'Équateur. Je préfère taire les noms de type de vaccins. Bien sûr, c'était Covid-19, mais les gens ont développé des maladies dermatologiques graves, pouvant même amener jusqu'à la mort. Alors, vous, professeur Njuguna, par rapport à la vaccination, elle a parlé des papillomavirus et autres, quelle est votre approche? Mais aussi, vous allez profiter pour répondre à la question de M. Piana, pour dire, d'ici les 365 jours qui viennent, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète pour que la population africaine sente que nous avons franchi les pas de la théorie vers la pratique?
Thank you, Mara. That's a very difficult question. And I think it will need a difficult answer as well. Well, your body, God gave it a super mechanism to heal itself. And as Africans, if we can be able to start studying what we call, genomics, African genomic sequencing, that will be able to help us, because you find most of those vaccines that you find, that are sold or brought to us, majority of them are not tried on us. We don't know the content of them. And I can say here today that one of the two biggest mistakes that we did as humans, one is to commercialize health, right? Medicine was not supposed to become a commercial entity whereby you exchange money for a service or healing somebody, right? Because no scientist in the world that can claim to heal anything, because your body is the one that heals itself. What we do as medical doctors is to help your body to heal itself. And your body can eliminate any kind of a disease without a single molecule from outside, right? What you need is to empower it. You do what we call homeostasis. You balance your body in all aspects of life. You replace all the trace elements, the amino acids, the vitamins, when you have that kind of body that is balanced, there is no disease that your body cannot heal, including cancer itself. So I'm not against vaccines. What I can say, for example, the cervical cancer, we can be able to eliminate cervical cancer without using anything. And the vaccine itself that has been there, we cannot advocate for girls who are have never been introduced to sex, we introduce vaccines to them. It doesn't make sense at all, because what causes cervical cancer? It hits, human papillomavirus, right? So, and it normally affects for patients or who are exposed to sex. When you talk about vaccination, and you're saying that you vaccinate a child who is, 10 years, 15 years, 16 years, somebody who has not, had a sexual contact with a man. So where would that person get the HPV from? You get my point? So the only people that we can advocate to be vaccinated are people who are already active into those, activities. And that's the only way we can be able to eliminate, the cervical cancer. When you talk about the issue of cancer management, we have different protocols, natural protocols that we can be able to use beside the big three, chemo, radio, and surgery. And those protocols are there, and we can be able to have to train our doctors on integrative protocols that we are mentioning here. And case example is that when we introduce compounding pharmacies are the one of the key investment that we can be able to do to be able to alleviate or learn away from the mainstream that is there, whereby other people are calling the shots. We have people who learn the big organization, the WHO and the likes, and they're the ones that can be able to tell us that, oh, there's a pandemic coming, right? There is this particular issue that we are dealing with. For example, if I was to believe them, I couldn't have come to DLC. I couldn't be here, because we were told that there's mpox is coming from Congo, But as a scientist, I know it is just a hoax. There's nothing like that. And the mpox virus itself existed, like what Professor said here. It existed for many years, and we know the cure.
We know what it can do to eliminate that. But they're doing that so that it can be able to come and say, okay, yeah, we have vaccine that we have developed for Mpox. And we want all the citizens to be vaccinated on it, right? It is time we start be courageous enough and call the spade a spade, not a big spoon. And we face them and tell, we as scientists, African scientists, we are ability and we are capable. Our own systems, our own testing mechanism, our own molecule that we can be able to develop from our local facilities that can help our people and not use what we are being told that, oh, this is what is good for you. And once you get that vaccine, for example, you find it's so toxic, and some of them they are putting other things there like nanoparticles to track us, to know where you are, what are you doing, and all these they're doing to manipulate us. And as a scientist, it is time that we join hands, we collaborate together, and develop our own system, how we can be able to track diseases when they're coming. We are able to alleviate them, even before it affects our citizens. And we are able to do that even now. So going forward, we need to create one umbrella body as scientists, African Medical Association that will be able to bring together all different scientists. And when we speak, like-minded, not people who are manipulated by others. It has to be us doing it ourselves. We create the society. When we speak, we say, as African Medical Society, Medical Association of Doctors, we don't want these vaccines. And we have a fact. This is the reason why we don't want that. When you mention that we have a particular pandemic coming, as we have first to know, before you bring vaccine and other things to us, we have to know what is it that we're bringing to us. And the other thing is that going forward, like that question was asked, when we establish compounding pharmacy, we established here in Congo, we established a compounding pharmacy. We have one in Kenya. And we create that kind of a society that I mentioned. When we collaborate together like that, we become so powerful, and no one else will be able to bully us and tell us, oh no, Africa, we don't think straight, or this is not proven yet. We have our own city, and we can be able to create a very formidable force, scientific force, that will be able to stand in between our citizens and the West, because those are the ones that are pushing their own agenda. It is not our agenda at all. They want to depopulate us, so that we say, okay, they say we are populated. In Africa, we have the biggest lands, and arable land that we can be able to live in, even if we marry like 2 or 3, 4 wives, and all of them they get 10 kids. We can manage. Thank you, Professor Njuguna. Thank you. Very interesting. Professeur Dorothée, on a parlé de manque de collaboration ici entre scientifiques. Et professeur Njuguna a déjà commencé à donner quelques pistes par rapport à ça. Alors, je m'en vais revenir à une question très importante qui a été posée. On dit, qu'est-ce que vous allez léguer? Que retiendra les générations à venir de votre passage sur Terre en tant que scientifique? Qu'est-ce que de concret vous allez léguer, mais aussi à la préoccupation des Symphoriens pour dire, dans les 365 jours qui vont suivre, qu'est-ce que vous, en tant que chercheuse, vous pouvez, de manière concrète, avec la structure Agomwinda, collaborer dans quelques domaines que ce soit? Merci beaucoup, Emmanuel, pour le rappel de la question qui nous a été posée. Je vais continuer par rapport à ce que le professeur Piana a présenté. Nous avons un produit qui soigne l'anémie SS. Donc, je vais souligner que ce produit, nous avons, comme des autres plantes, bien sûr, nous avons fait les tests au laboratoire. Je donne un peu des tests qu'on a fait. C'est que dans un malade SS, il y a un moment où ces globules rouges prennent la forme falciformée,
forme de banane. Nous, pour nous rassurer que cette plante peut soigner, nous mettons en contact l'extrait de cette plante avec ses sangs dans des conditions où les sangs a pris la forme, les globules rouges ont pris la forme falciformée. Et nous voyons que ces globules rouges qui étaient falciformés reprennent la forme normale, comme chez quelqu'un qui est normal, et donc la personne son sang peut circuler normalement. Ce produit a fait l'objet d'une thèse en collaboration avec la Belgique, et c'est l'année passée que la thèse a été défendue sur les produits que le professeur vient de signaler. Nous avons déjà commencé à les donner aux gens et il y en a qui ont fait déjà 4-5 ans et leurs enfants ou leurs malades SS ne présentent pas des crises. Donc je ne peux pas dire que c'est un produit qui va changer la personne SS en AS ou bien AA, non, mais ça soulage énormément parce que c'est composé de beaucoup de molécules qui aident non seulement à rendre les globules rouges normales, mais peut aussi donner des activités antioxydantes qui renforcent les systèmes immunitaires. Nous les vendons déjà, il y a des témoignages, mais ce sont toujours les moyens, comme on vient de le dire. Tout à l'heure, vous avez parlé des emballages, c'est un grand problème aussi ici pour les emballages. À part ces produits que nous avons nommés drépano alpha, nous allons produire encore les drépano bêta et ainsi de suite. C'est dans cette logique que nous avons mis au point une farine, une bouillie, qui n'est pas seulement pour les drépanocytaires, mais pour tout le monde. Parce que cette bouillie est composée de tout ce qui est utile pour la santé. Comme je l'ai dit au départ, la santé, c'est d'abord l'alimentation. Là-dedans, il y a les céréales, il y a les légumineux, donc les soja. Nous y avons mis la chenille, mais nous avons ajouté 2 plantes comestibles, mais qui sont aussi, qui possèdent aussi des propriétés intéressantes. Alors, nous avons aussi des témoignages. C'est une bouillie que j'ai faite depuis des années, d'abord sur mes enfants. Aujourd'hui, ce sont mes petits-enfants qui prennent et nous vendons aussi ça. Nous voyons des personnes très affaiblies qui se remettent. Je donne toujours l'exemple d'une maman qui a 90 ans. Quand elle a commencé à prendre, son fils un jour m'appelle, me dit « Madame, votre bouillie là, c'est ça l'aliment idéal pour ma mère. » Je suis allée voir la maman. Qu'est-ce que ça vous fait cette bouillie? Elle me dira, maman, regarde mon panier, j'ai 90 ans, mais je viens du marché. De faire mon marché, je me réveille maintenant, je balaye moi-même. Voilà donc, avec beaucoup de témoignages, les drépanocytaires prennent, parce qu'il y a aussi... ils sont difficiles à avoir faim, hein, ils sont très capricieux, mais quand ils prennent cette bouillie, ils sont en forme, ils prennent aussi leurs produits et nous avons des témoignages. C'est déjà mis sur les marchés, mais c'est toujours un problème d'emballage et aussi la technologie. Parce que là, il faut que nous puissions avoir un système de séchage qui puisse éliminer quantitativement l'humidité pour qu'il n'y ait pas... la dégradation. Nous sommes butés aussi au problème. Nous pensons avoir une bouillie instantanée. Il nous faut un grand lyophilisateur. Il faut les emballages de sorte à ce que quelqu'un peut amener n'importe où, il met de l'eau, il peut prendre son aliment qui est déjà prêt. Mais tout est déjà prêt, c'est étudié et c'est vraiment intéressant. À part ça, nous savons tous qu'au temps de Covid, nous avons eu à utiliser les plantes aromatiques. C'est ainsi qu'au lieu qu'on aille chercher des plantes, nous avons mis déjà, nous sommes en train de mettre un dispositif à l'échelle usine semi-pilote pour l'extraction des huiles essentielles, les conditionner et les vendre. Vous savez que la RDC, sur le marché mondial, il n'a pas encore présenté des huiles essentielles, alors que nous avons beaucoup de plantes aromatiques. Et comme vous savez, les huiles essentielles ont beaucoup de propriétés pharmaceutiques. Ça aussi, c'est faisable. Et nous allons avoir seulement les problèmes d'emballage
et les problèmes des grands distillateurs et tout ce qui s'essuie pour pouvoir conditionner. Donc, Voilà un peu. donc, il y a possibilité de collaborer avec Agrominda dans beaucoup de domaines. Voilà. Merci beaucoup, professeur Dorothée. Alors, professeur Louada, il y a une question de notre frère qui a parlé de l'utilisation d'une molécule pour plusieurs le repositionnement d'un médicament. Aujourd'hui, les grandes sociétés conseillent aux gens de prendre des comprimés, pendant que les débats qu'on a tous eus ici visent à pousser les gens à prendre plutôt des produits naturels, parce qu'il y a plusieurs molécules qui contribuent à la fois, chacune à sa manière, soit pour telle ou telle autre chose. Et c'est vraiment un domaine que nous, particulièrement, on est en train de travailler en ce qui concerne Covid. Alors vous, par rapport à cet aspect des choses, qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi, pour poser la question des symphoriens, qu'est-ce que la société congolaise pourra retenir de vous en tant que chercheur? C'est vrai que vous enseignez à l'étranger. Je ne sais pas si vous êtes dans le cas de Dr Julie qui parle de la fuite des cerveaux, mais qu'est-ce que la société congolaise peut retenir de vous? Merci beaucoup pour la question. Donc, concernant l'isolation, quand vous parlez des molécules actives, vous savez que dans la plante, il y a plusieurs molécules qui travaillent en synergie. Donc, parfois, l'activité thérapeutique peut augmenter à cause de la synergie des molécules. Et parfois, en essayant de séparer ou d'isoler, vous perdez l'activité. Alors, la médecine moderne a essayé justement d'aller dans le sens d'isoler. Quelle est la pureté? Et parfois, ça fonctionne. Parfois, l'activité peut augmenter. Et dans d'autres cas, vous perdez l'activité. Mais il faut évaluer au laboratoire. Donc, il faut des laboratoires avec des équipements, je peux dire, sophistiqués pour arriver à déterminer si l'activité augmente ou diminue. Alors, let me share something in English about my own story. So maybe I would like to share with people. We're talking about plants, but my own story is about only one plant when I was a student doing my bachelor in chemistry in Lubumbashi. Following a dog, I found that the dog was eating the root of a plant. And later on, I found that the plant is used in Burkina Faso against hypertension. Checking, we found out in Panama, the plant is using to help women who are in labor. When I brought the plant in Japan from my research, we discovered that this kind of molecule which act only in the level of the uterus is called alpha pyrons. These alpha pyrons are very close to what we call prostaglandins, if a pharmacist is here. Like I know what is prostaglandins. And this is the first time that we are trying to make interaction between this kind of molecule, alpha pyrons, and the interaction for a uterus. And also this kind of molecule are antioxidant molecule. This is why I try to make a soap which helping people which have a stretch mark. En français, je dirais les vergetures, ou bien en lingala, les nduta. Alors, my product is there, and now, as Symphorian is asking, maybe in a few months we'll be able to collaborate, because we need agricultures. I mean, I need people who we can promote and make it become more, because we need a place and a space. Donc je disais qu'on a besoin de travailler avec beaucoup de gens, même au niveau pharmaceutique, pour planter et faire croître des plantes médicinales. Il faut des agronomes, des gens qui maîtrisent les sols, ainsi de suite. Donc il y a moyen de travailler ensemble et arriver à des produits qui pourront bénéficier aux Congolais et pourquoi pas au monde entier.
Voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce point. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. N'hésitons pas que les bien-être commencent d'abord par une bonne santé. Et l'Afrique regorge donc en termes des ressources, mais aussi en termes de ressources naturelles, mais aussi en termes de ressources humaines. Nous avons tout pour que nous ne puissions plus commencer à faire recours à ces industries pharmaceutiques. C'est même ça l'objectif. C'est même si on peut retenir quelque chose de ces panels, c'est que, nous devons travailler en collaboration. Personne ne doit travailler isolé dans son coin pour espérer faire seul les choses. Il faudrait que nous puissions conjuguer les efforts. Archimède disait, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Donc nous devons collaborer dans beaucoup de domaines pour que nous puissions ensemble faire de l'Afrique un continent indépendant dans tous les domaines, surtout dans tous les domaines scientifiques. Merci beaucoup à tous les panélistes. C'était vraiment très enrichissant. Il y a beaucoup de choses. Nous espérons que l'année prochaine, lorsque nous serons ici, nous allons résoudre 4 ou 5 problèmes et nous serons fiers de pouvoir présenter au public ici présent. Si ça ne dérange pas au public, je vous prierai de pouvoir applaudir pour ces panels très intéressants qui a été là. Je vais demander à tous les panélistes de pouvoir s'élever pour la traditionnelle séance de prise de photos. Dans l'entretemps, nous allons demander à mademoiselle Edith Matondo de pouvoir venir présenter son innovation. Merci.